Les ETF et le PEA sont des outils qui vous sont familiers, mais à l'heure actuelle, vous êtes soit en phase d'observation, ou alors déjà positionné sur les ETF les plus connus. Un MSCI World ou un S&P 500 en plus grosse pondération, ce n'est rarement une mauvaise idée. Mais voilà, vous désirez élargir votre investissement mais sans perdre les avantages fiscaux du PEA. En d'autres mots, vous avez une vie de famille et pas nécessairement le temps de suivre les marchés financiers, mais vous désirez quand même placer votre capital pour ne pas vous faire massacrer par l'inflation. Si vous vous reconnaissez, vous avez sûrement compris que les ETF éligibles au PEA sont faits pour vous. On achète un petit peu tous les mois, on n'y pense plus et on retire dans plusieurs années ou plusieurs décennies. Vous avez donc opté pour un MSCI World ou un S&P 500 en premier lieu. Puis vous êtes parti sur les marchés émergents pour acheter le reste, logique, et vous avez continué votre diversification sur un Eurostoxx ou un 440. Mais voilà, le problème c'est qu'on tourne vite en rond quand on reste sur les ETF PEA les plus connus. En effet, si on recense aujourd'hui plus de 200 ETF éligibles au PEA, il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et tous les courtiers ne les proposent pas. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 ETF éligibles au PEA et méconnus du grand public, qui pourraient vous surprendre de différentes manières et on va les analyser un petit peu ensemble. On va essayer de faire un support ludique en dilapidant quelques rappels tout au long de la vidéo pour une bonne fluidité. À la fin de cette vidéo, et surtout si vous êtes débutant, vous aurez probablement compris pas mal de choses. Si cette introduction a retenu votre attention, vous n'allez clairement pas être déçu. Installez-vous confortablement, mettez un petit like si c'est pas déjà fait, générique. Les ETF ou fonds négociés en bourse sont des instruments financiers populaires auprès des investisseurs, et pour une bonne raison. En effet, ils offrent une des manières les plus simples et abordables pour diversifier leur portefeuille. Les ETF sont des trackers conçus pour suivre la performance d'un indice spécifique, comme le S&P ou le MSCI World. En investissant dans les ETF, les débutants peuvent obtenir une exposition instantanée à un large éventail d'actions ou d'obligations sans avoir à les acheter individuellement. Retenez concernant les ETF qu'il s'agit de la méthode la plus rapide et la plus sécurisée pour s'exposer au marché financier sans avoir de connaissances poussées au préalable. On a fait une vidéo spécifique type masterclass sur ce produit que je vous fais revenir en haut à droite. Mais trêve de plaisanterie, on attaque le cœur de cette vidéo avec un premier ETF PEA méconnu du grand public. On commence avec l'ETF Water. Je me rappelle la première fois où j'en ai entendu parler, le nom m'a tout de suite interpellé. C'est quoi? Un ETF pour investir sur l'eau? Qu'est-ce qu'ils entendent par là? En tant que trentenaire, je suis obligé de me rappeler un héros de ma jeunesse. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Sans déconner, Jean-Claude c'était vraiment un visionnaire en son temps. Bon, c'est quoi cet ETF Water? J'ai fait quelques recherches rapides, ce n'est pas clair de prime abord. On va refaire le cheminement ensemble. On tape sur Google ETF MSCI Water. On arrive sur deux liens de prime abord de deux ETF Water capitalisant et distribuant. On va ouvrir un petit peu ces deux liens pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Pour rappel, un ETF capitalisant réinvestit les dividendes directement tandis qu'un ETF distribuant vous reverse des dividendes en monnaie fiduciaire. Ok, mais ça change quoi? Eh bien dans le cadre d'un ETF capitalisant, vous ne vous exposez pas à la taxe sur les plus-values. En cas d'ETF distribuant, vous devez payer des impôts selon votre pays de résidence sur vos dividendes. Vous l'avez compris, on préfère des ETF capitalisants de manière générale. Quoique tout dépend de la stratégie. On a un premier ETF qui s'appelle Watt comme ceci et qui coûte aux alentours des 56 €. On a un deuxième ETF qui s'appelle Watt C et qui coûte aux alentours des 5,50 €. Petit souci, celui qu'on recherche s'appelle Awatt, A-W-A-T, et coûte aux alentours des 25 €. On va taper dans la barre de recherche Awatt directement pour essayer de le trouver sur le site de Amundi. Et encore une fois, on tombe sur les deux mêmes ETF, donc distribuant ou accumulant. Bref, il s'agit bien de cet ETF mais pas de cette dénomination-là. On va regarder celui qui se rapproche de plus de ce qu'on recherche, à savoir celui qui est accumulant. Qu'est-ce qu'on voit donc sur cet ETF? Donc déjà que c'est pas celui qu'on recherche directement, mais qui réplique le même indice. Donc on a quelques petites informations. Donc on nous explique que cet indice vise à représenter la performance des valeurs des entreprises opérant dans le secteur de l'eau, distribution, infrastructure, services publics ou alors traitement de l'eau. On va aller regarder un petit peu l'indice de référence pour voir ce que ça raconte, si on peut trouver directement la fiche technique. Vous tapez donc le nom directement sur Google et vous arrivez sur un petit PDF de 3 pages, donc ça on aime bien. On voit vraiment l'appréciation de cet indice, on va dire, sur les dernières années, donc c'est quand même assez appréciable. On peut noter que ça suit plus ou moins un des gros indices type S&P 500, donc c'est quand même plutôt encourageant comme ça à l'œil à première vue. Cet indice est constitué de 41 sociétés avec une répartition quasiment exclusive sur l'industrie, mais aussi sur les utilitaires et sur la technologie, aussi sur les matières premières dans une moindre
moindre mesure. Au niveau de la répartition, on est quasiment encore une fois exclusivement sur les États-Unis, mais aussi sur l'Angleterre, sur la Suisse, sur le Japon, Brésil et quelques autres pays. Au niveau des top 10 sociétés qui le constituent, donc on prend des sociétés, moi personnellement il y a des choses qui me parlent pas trop, donc Xylem, Ferguson, American Water, voilà, Republic Service, Geberit, on y reviendra. C'est les 10 plus grosses sociétés qui constituent cet ETF. Mais avant de revenir là-dessus, on aimerait bien avoir plus d'informations sur l'ETF qu'on recherche. Pour ceci, on va taper son nom directement sur Google, Awat, et on va aller sur Just ETF pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Donc les frais, si vous avez regardé, si vous avez été attentif sur la première fiche d'information, sont bien de 0,60%, donc c'est un petit peu élevé, mais ça reste encore relativement correct. L'ETF est bien capitalisant et l'encours, donc la taille du fonds, est de 68 millions de dollars. Concernant les frais, c'est pas catastrophique, mais si on compare avec du 0,15 sur un S&P 500, ça fait tout de suite une grosse différence. L'ETF est capitalisant, donc ça fait directement nos affaires, on va dire, fiscalement, et l'encours reste assez faible, on va dire, pour un ETF de cette taille-là, donc 68 millions d'euros, comparé à 1 trillion sur des gros ETF parmi les plus connus, ça fait quand même, encore une fois, une grosse différence. Mais jusqu'ici, encore rien de catastrophique. On va revenir maintenant sur la répartition des sociétés. Ces sociétés sont principalement US, avec Xylem, American Water, qu'on a déjà cité tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle? Personnellement, je connais un petit peu les noms, mais sans plus. On va prendre la première société, Xylem par exemple, et après une recherche rapide, on se rend compte que cette société est quand même spécialisée dans la conception, fabrication, commercialisation d'équipements sur mesure destinés à une industrie par des opérations de distribution de l'eau. Donc ça tourne vraiment très très loin par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de prime abord autour de l'écologie, de tous les petits concepts et de toutes les petites idées qu'on a pu se faire. On va vendre aussi des systèmes de transport et de traitement d'eau et des ventes d'équipements hydrauliques, donc des dispositifs de surpression, des pompes, des vannes, des échangeurs thermiques. Encore une fois, on est bien loin de l'idée qu'on avait pu se faire de cet ETF Water dès le début. S'il y en a bien une seule que je connais vraiment dans cette liste, ce serait bien Geberit, et de tête et sans même donner de source, je crois qu'il fabrique des sanitaires et des WC. Alors, cet MSCI Water, bonne ou mauvaise idée? Eh bien, on est assez mitigé pour deux raisons. La première, c'est qu'on investit surtout sur l'industrie autour de l'eau. Rien à voir ou presque avec le développement durable et la bonne conscience. En d'autres mots, si vous voulez acheter cet ETF par conviction écologique, eh bien c'est raté. On n'est pas là pour ça de toute façon. Deuxièmement, les frais élevés de 0,60% vous privent d'une bonne partie de vos bénéfices. Pour terminer sur cet ETF Water, je vois surtout un ETF avec des frais élevés, un encours faible et un nom atypique qui au final ne définit pas vraiment le produit pour ce qu'il est. Pour ne pas tergiverser, c'est à mon sens plus du marketing qu'un produit pour l'avenir. Pensez à liker si le travail vous plaît, on peut maintenant passer au second ETF méconnu du grand public. Et cet ETF, c'est un ETF obligataire, le seul d'ailleurs éligible au PEA, sans détour. Si vous voulez investir sur les obligations dans le cadre de votre PEA, vous n'avez pas le choix, il n'y a que celui-là. En quelques mots pour ne perdre personne, c'est quoi une obligation? Une obligation, c'est une dette émise par une entité. Ça peut être un gouvernement, une entreprise ou une institution financière. Dans notre cas, c'est une obligation d'État et même de plusieurs États. On va reprendre la même méthodologie, donc on tape directement ETF Obli PEA si on veut rajouter vraiment sur Google et on devrait arriver assez rapidement sur la fiche technique. On observe rapidement plusieurs choses. La première chose, un encours encore une fois faible de presque 20 millions d'euros, ça reste tout de même acceptable mais c'est quand même pas excessif. Deuxième chose, des frais de gestion qui sont cette fois-ci moindres que sur l'ETF Water qu'on a vu précédemment, c'est quand même très intéressant et encore une fois, c'est un ETF capitalisant. Il reflète l'indice de référence, donc le MTS MIDE qu'on va regarder un petit peu après, donc cet indice mesure la performance des emprunts d'État et les plus représentatifs et les plus liquides de la zone euro. Qu'est-ce que nous dit encore une fois cette première page? Donc on peut voir un petit peu les 10 principaux composants de l'indice, donc on peut voir un petit peu les différentes dettes qui ont été émises, donc là on voit Italie, France, voilà encore une fois, Germanie, donc on suppose déjà que ces pays vont avoir les plus grosses pondérations. Cet indice est composé de 195 produits, de 195 dettes. On peut voir au niveau de la répartition par maturité, donc on rappelle que les obligations ont une échéance de, on va dire, 1, 3, 5, 10, 20 ans, et c'est cette échéance qui va être reprise dans les différents produits. Donc cette répartition par maturité, par échéance est quand même relativement bien équilibrée. Bien équilibrée dans le sens où vous avez 1, 3 ans, 20%, 3, 5 ans, 7, 10 ans, voilà, c'est quand même croissant, mais on part pas sur des pourcentages extrêmes à 50, 60%, on reste quand même sur des choses relativement aux alentours des 20, 15% pour chaque produit. Au niveau de la répartition par pays, donc là on y voit un petit peu plus clair, on est sur la France, sur l'Italie, sur l'Allemagne, Espagne et Belgique pour les plus grosses pondérations.
En gros, avec cet ETF obligataire nommé OBLI, vous êtes répartis quasi équitablement sur différentes durées, ce qui permet de lisser les risques. Vous êtes aussi répartis sur différents pays et sur différents niveaux de risque en fonction des notations. Donc je pense qu'en soi la répartition est quand même relativement équilibrée pour cet ETF obligataire. On va poser la question fatidique, est-ce qu'il est bon maintenant d'avoir des obligations en portefeuille? Je pense personnellement qu'il y a d'autres priorités pour les débutants, mais cela peut être une ligne solide après quelques années d'investissement. En effet, on sait, ou du moins on croit savoir, que les États ne font pas défaut. Ray Dalio, qui est un célèbre investisseur, préconise aussi dans son portefeuille All-Weather d'avoir une grosse partie d'obligations. Mais encore une fois, ça dépend des convictions de chacun. Quelles sont les questions qu'on doit se poser si on veut acheter des obligations? La première, c'est voulez-vous simplement participer à la dette des États? Chacun est libre de choisir avec sa conscience. Pour ma part, je pense investissement et diversification, peu m'importe de l'aspect émotif des choses. Je vois un produit capitalisant, avec des frais faibles ou alors relativement honorables, une fiabilité a priori à toute épreuve dans le sens où les États ne font normalement pas défaut, et surtout un rendement faible aux alentours des 3%, mais stable dans le temps et toujours mieux qu'un livret A. Cet ETF obligataire m'offre d'une certaine manière la diversification que je recherche. Disons que ça tourne en milieu de portefeuille et que ça ne sera probablement pas perdu. Comme d'habitude, faites vos recherches et prenez toujours un peu de recul quand vous découvrez des nouvelles choses. Ça vaut en investissement, trading, mais aussi dans la vie de tous les jours. Passons maintenant, si vous le voulez, au prochain ETF éligible au PEA. Cet ETF, c'est un ETF India, pour investir, comme son nom l'indique, sur l'Inde. Pourquoi sur l'Inde? Premièrement, car quelques économistes en parlent assez sérieusement. Il semblerait que l'Inde soit un réservoir de nouveaux talents pour tous les secteurs. Sans même rentrer dans les détails d'un point de vue démographique, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé au monde et le 7e pays le plus grand du monde. Dans peu de temps, et vu la pente des courbes de croissance, un bébé sur 5 naîtra indien. Et personne n'en parle. En toute transparence, je suis en perte de plus de 10% sur mon ETF India et China par la même occasion, mais aucun problème dans le cadre du PEA, on est là pour une optique de minimum 5 ans. Et des cours, ça fluctue. On le sait, et c'est pour ça qu'on diversifie. LVMH, Tesla ou encore Nvidia sont là pour rattraper le coup. Bon, cet ETF India, qu'est-ce qu'il raconte? On va faire encore une fois la même chose, donc j'ai tapé ETF India Amundi sur Google, je prends le premier site de Amundi, et je tombe sur un ETF qui coûte 725 €. Donc faites attention à vous, c'est pas ce qu'on recherche, donc préférez toujours de taper les noms directement des ETF, donc à savoir ici PINR sur vos brokers pour être sûr de ne pas vous tromper d'ETF et surtout d'acheter les bons. Par exemple, vous vous mettez sur Bourse Direct et vous tapez directement PINR. Comme ceci, donc là je viens d'aller vérifier évidemment, voilà, vous en avez deux, donc faites attention, c'est bien PINR au prix de 20,85 €. Donc pour vérifier que vous êtes bien sur le bon, vous vérifiez donc le nom ISIN comme ceci, le nom de l'ETF, et si vous voulez être sûr, vous regardez directement qu'il est bien éligible au PEA. Je vous rappelle que vous avez des liens de référal directement en dessous de toutes mes vidéos si vous voulez prendre mes courtiers. On retourne sur le site de Amundi et on va taper directement dans la barre de recherche, cette fois-ci PINR pour être sûr de ne pas se faire avoir, donc vous en avez deux qui arrivent, donc là c'est le Lixor Italia, donc vous voyez que c'est pas ça, PINR, donc FP, vous cliquez directement sur celui-ci et on vérifie bien encore une fois que donc ce soit le bon nom qui arrive, voilà, PINR, donc là vous êtes sûr que vous êtes sur le bon ETF. Qu'est-ce qu'il raconte cet ETF? Encore une fois, un encours faible de 16,34 millions d'euros, donc ça reste encore correct, mais c'est quand même largement moindre, on va dire, sur des ETF qui ont 1500 millions d'euros d'encours, donc c'est 100 fois moins. Les frais sont importants, voire extrêmement importants, donc vous avez des frais qui montent beaucoup plus haut, mais vous avez quand même des frais de 0,15% sur certains gros ETF. Cet ETF est capitalisant, donc fiscalement ça fait nos affaires, c'est quand même assez intéressant. Au niveau des compositions, donc là on est sur Reliance Industrie, voilà, Tata Consultancy, Axis Bank, voilà, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît un petit peu moins. On va dire que dans un premier temps, évidemment c'est des entreprises indiennes, donc c'est pas des choses qui vont nous parler directement. Cet indice est composé de 114 sociétés. Au niveau de la répartition, on est essentiellement sur la finance, sur l'information, sur l'énergie, sur les biens de consommation de manière générale. On est sur des pondérations qui sont quand même relativement correctes, avec une grosse pondération pour la finance, mais un ETF qui est quand même relativement équilibré. On est évidemment 100% localisé en Inde sur cet ETF India et on peut apprécier la croissance tout doucement de cet ETF. On en pense quoi de cet ETF India ?
De prime abord, les frais sont élevés et l'encours est faible, donc ça on n'aime pas trop. Pour moi ça veut dire milieu ou bas de portefeuille au mieux, mais pas de red flag majeur on va dire dans un premier temps. L'ETF est capitalisant, donc on est bon sur la fiscalité, on investit 100% en Inde et sur les secteurs qui nous intéressent, à savoir surtout la finance et la technologie. Ce n'est a priori pas le placement qui présente les meilleures caractéristiques car peu demandé, mais l'encours et les frais pourraient évoluer favorablement avec le temps si l'Inde continue de performer. Attention, tout investissement et surtout sur les pays en voie de développement comporte des risques importants. Chacun doit agir de manière responsable. On passe maintenant au prochain ETF méconnu du grand public mais éligible au PEA. Vous l'avez compris, on va essayer de parler écologie et climat. Du moins on va essayer à nouveau de ne pas parler sanitaire. Est-on cette fois-ci face à un ETF écologique ou un autre ETF encore une fois industriel? Même méthode, on tape sur Google ou sur votre broker le nom PABZ. Premier constat, on ne tombe pas directement sur le site de Lyxor, il faut descendre un petit peu et voire même changer de page pour trouver son homologue luxembourgeois. On clique directement dessus et on arrive sur une fiche similaire aux autres. On descend un petit peu et on observe donc le nom PABZ. C'est un ETF qui a 80 millions d'euros d'encours sous gestion, donc c'est le cash total qui est posé sur cet ETF, donc c'est quand même un petit peu plus important que les petits ETF qu'on avait vus précédemment. Deuxième chose très intéressante, des frais extrêmement faibles cette fois-ci, donc à titre de comparaison on n'est plus sur des 0,85%, on est sur du 0,18% annuel, ce qui est quand même très avantageux on va dire sur du long terme. Le contrat est luxembourgeois, il commence par LU cette fois-ci, et c'est un ETF capitalisant. Jusqu'ici ça part très bien. On va regarder au niveau du descriptif donc rapidement, qu'est-ce qu'on apprend sur cet ETF Climate Zero Ambition. On apprend que cet ETF va répliquer au plus près l'évolution d'un autre indice qu'on va regarder un petit peu par la suite. On descend donc pour voir un petit peu la composition de cet ETF et on se rend compte qu'on est quand même sur du très gros, de la grosse société internationale, donc Schneider Electric, LVMH, Siemens, Sanofi, L'Oréal, Vinci. On est quand même sur des grosses pondérations on va dire, mais on se demande un petit peu à quelle sauce on va être mangé on va dire concernant le climat. Où est-ce qu'ils veulent en venir vraiment avec cet ETF climat? On va descendre un petit peu donc la fiche pour voir ce qu'on nous raconte. Donc 149 sociétés qui composent cet indice. Au niveau de la répartition, on est sans surprise, on est quand même bien équilibré, mais encore une fois, industrie, finance, biens de consommation, technologie, collectivité et on va dire santé dans une moindre mesure. Sur la répartition par pays, encore une fois, essentiellement la France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Italie encore dans une moindre mesure. La performance est quand même relativement bonne, 17% sur un an, 10% sur 3 ans, c'est quand même non négligeable, mais voilà, a priori, on en apprend quand même pas beaucoup plus concernant cet indice sur cette première fiche technique. Donc on va aller regarder un petit peu cet indice de référence. Et d'un seul coup, le titre est directement plus clair. Donc des sociétés qui vont réduire leur exposition de transition et limiter leur impact physique sur le climat et probablement respecter les accords de Paris. Donc on commence à y voir un petit peu plus clair sur ce premier ETF. Donc c'est simplement 148 sociétés qui ont signé les accords de Paris pour avoir cet engagement climatique, pour essayer de réduire les empreintes carbone. Donc chacun un petit peu a sa petite idée on va dire sur cette fameuse empreinte carbone et tout ce que les médias on va dire nous racontent de manière générale. Voilà, Trump, qu'on soit d'accord ou pas, était sorti des accords de Paris qui ont été réintégrés, si je ne me trompe pas, en 2021 ou 2022 par Biden. Donc c'est une des premières choses qu'il a faites, c'est annuler un petit peu ce qu'il considérait comme une bêtise de son prédécesseur. Est-ce que pour moi, ces histoires de climat et de taxes carbone et tout ça, est-ce que c'est bénéfique pour les affaires? Je pense que oui. Et je pense qu'avec les sociétés qui composent cet ETF, on sera quand même pas perdu. Donc cet ETF, est-ce que c'est un bon ETF? Si vous voulez acheter cet ETF, on va dire dans un but encore une fois de conviction pour sauver la planète, pour sauver les ours polaires, à mon avis vous allez être clairement déçu. Si vous voulez acheter cet ETF, si vous êtes un investisseur et que vous voulez gagner du capital, cet ETF pourrait être un bon ETF. Un bon ETF dans le sens où les frais sont extrêmement faibles, de 0,18%, donc vous trouverez très peu d'ETF avec des frais aussi faibles. L'encours reste relativement faible, on aime bien les ETF qui dépassent les 100 quand même ou les 200 millions d'euros d'encours. Donc on n'en voit évidemment pas la sauce sur cet ETF, mais a priori c'est quand même un ETF qui peut avoir une place on va dire en milieu ou en bas de portefeuille et qui sera globalement pas perdu vu les sociétés qui le composent. On peut maintenant passer au cinquième et dernier ETF éligible au PEA.
Vous l'avez compris, c'est un ETF qui va parler santé et pharmaceutique. On va accélérer un petit peu sur ce dernier parce que vous avez compris un petit peu le principe. Idem, on va sur Google, on tape directement le nom. A priori, on doit arriver rapidement sur le site de Lyxor. Voilà le deuxième lien qui arrive comme ceci et on va regarder encore une fois. Donc là, directement, on change de catégorie. Comme vous pouvez le voir, au niveau de l'encours, la première chose qui vous saute aux yeux, encours de 700 millions d'euros. Enfin, on se respecte un petit peu. Des frais de gestion qui sont encore faibles, de 0,30%, donc on aime bien les frais de gestion en dessous des 50%. On considère qu'au-dessus de 50% de frais de gestion sur un ETF, vous êtes très limité, on va dire, sur les bénéfices que vous pouvez tirer d'un ETF. Préférez toujours des frais de 0,15, 0,20 ou 0,30%. Cet ETF est un produit luxembourgeois et il est capitalisant. La composition, donc là on arrive directement sur du lourd. Novo Nordisk, AstraZeneca, Roche Holding, Novartis, Sanofi, voilà, et Bayer, on est quand même sur des sociétés très très solides et on est quand même sur du secteur évidemment de la santé. On descend encore un petit peu, on observe que cette ETF est composé seulement de 56 sociétés pour un encours qui est quand même bien supérieur aux ETF qu'on a vu précédemment, donc c'est bien, ça permet de se mesurer un petit peu. On se rend compte que cet ETF est plus petit en termes de sociétés mais exponentiellement plus grand en termes de capital. La répartition par devise, donc on est principalement sur du franc suisse, sur de l'euro, sur de la livre sterling et sur un petit peu d'autres monnaies. Au niveau de la répartition par secteur, on est quasiment exclusivement sur de la santé, voilà, sur les pays Suisse, Royaume-Uni, Danemark, voilà, ça c'est le Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas, et ça c'est la monnaie de la Suède. Au niveau de la carte, voilà, on est évidemment sur un ETF européen. Pour résumer, encours correct, les frais sont extrêmement faibles et les entreprises sont extrêmement solides. Si vous pensez que l'humanité n'en est, on va dire, qu'à ses débuts de ces pandémies, ou si vous pensez que le secteur de la santé et du lobby pharmaceutique va prospérer, on va dire, dans le monde de demain, vous avez trouvé votre produit. Attention, cet ETF, comme les autres, vise un secteur et une zone géographique spécifique. Si l'Europe et particulièrement l'industrie de la santé venait à souffrir, votre capital serait directement impacté. Je sais pas, par exemple, si on venait à trouver un remède pour la vie éternelle. Bon, je blague. Si je devais choisir un ETF ou alors deux parmi cette liste, je prendrais premièrement l'ETF obligataire. Donc pour le trouver sur Bourse Direct par exemple, vous tapez OBLI directement et vous arrivez sur cet ETF. Donc vous vérifiez qu'il est bien éligible au PEA. Voilà, les obligations, je pense que c'est bien d'en avoir dans son portefeuille. Ça ne doit pas être là, évidemment la plus grosse pondération parce que c'est pas ce qui rapporte le plus, mais ça ajoute quand même un degré supérieur, on va dire, de sécurité sur du PEA pour du long terme. Deuxième ETF, ce serait le dernier, tout simplement, le stock 600 sur la santé. Donc pour le trouver, vous tapez directement HLT donc sur vos brokers. Donc là, je vous montre sur Bourse Direct. Vous arrivez donc sur le premier HLT comme ceci. Donc le Lyxor Stocks Europe 600 Santé. Voilà, vous vérifiez qu'il est bien éligible au PEA. Donc le prix est un petit peu élevé de 135 €, mais je pense que ça reste quand même relativement correct si on veut les acheter par 1 ou par 2. Voilà, je pense que c'est quand même à la portée de tout le monde. Encore une fois, prenez le temps de faire vos recherches et de croiser vos sources. Prenez aussi le temps de liker si vous êtes encore là. Si vous voulez vous lancer sur les marchés financiers, je vous mets encore une fois des référals en dessous de chaque vidéo vers des courtiers que je vous ai directement sélectionnés. Si la crypto vous intéresse, je vous ai aussi sélectionné quelques brokers parmi les plus sérieux. Je vous remets une vidéo capitale qui va vous expliquer peut-être le principe le plus important à intégrer. Regardez cette vidéo, vous ne le regretterez clairement pas. Je vous mets une seconde vidéo dans laquelle on va comparer 3 des meilleurs placements du moment. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la sans tarder. Pensez à liker, à la prochaine les amis.